ceux qui n'ont pas de disposition à sentir une passion, comment un homme qui n'est point agité par l'objet même pourrait-il être vivement touché par sa peinture? Comment un homme dont l'esprit est insensible à la gloire militaire et qui ne regarde ce qu'on appelle vulgairement un grand conquérant que comme un furieux à charge du genre humain, peut-il être vivement intéressé par les mouvements inquiets de l'impétueux Achille, quand il imagine qu'on conspire pour l'empêcher de s'aller immortaliser en prenant Troie? L'homme pour qui les attraits du jeu sont sans amorce est-il touché de l'affliction d'une personne qui vient de faire des pertes considérables, à moins qu'il ne prenne pour elle de ses intérêts particuliers qui font partager tous les sentiments d'une autre personne, de manière qu'on s'afflige de ce qu'elle est affligée? Sans un pareil motif, l'homme qui n'aime pas le jeu plaindra seulement le joueur d'avoir contracté l'habitude dangereuse de mettre à la disposition des cartes ou des dés la douceur de son humeur et la tranquillité de sa vie. C'est parmi ceux qui sont tourmentés de maux pareils aux nôtres que l'instinct nous fait chercher des gens qui partagent nos peines et qui nous consolent en s'affligeant avec nous. Dis donc qu'on soit d'abord une compassion tendre pour aînée, obligée de s'enfuir de sa patrie, parce qu'elle-même avait été obligée de s'enfuir de la sienne. Elle avait senti les mêmes peines qu'éprouvait Énée, comme Virgile le lui fait dire. Moi qui n'ignore pas le malheur, j'apprends à secourir les malheureux. Il est encore ordinaire de juger des mouvements naturels du cœur, en général par les mouvements de son propre cœur. Ainsi, ceux qui n'ont point de pente vers une passion ne conçoivent point que les fureurs dont le poète remplit ses scènes et qu'il expose comme les suites naturelles d'un emportement dont ils n'ont jamais senti les accès, soit exposés suivant la vérité, ou bien les suites d'une semblable passion leur paraissent les pures saillies de l'imagination déréglée d'un poète exagérateur, ou bien les personnages d'une pièce cessent de les intéresser. Ils ne les regardent plus comme des hommes troublés par une passion, mais comme des hommes tombés en une véritable démence. Suivant leurs sentiments, ce sont des hommes moins propres à jouer un rôle sur la scène qu'à être reclus dans ces maisons où les nations polies renferment une partie de leurs fous. Les transports forcenés d'un ambitieux au désespoir qu'on lui est préféré pour remplir un poste éminent est l'objet de ses désirs. Celui de ses rivaux qu'il méprisait davantage peuvent donc bien intéresser vivement ceux qui savent par leur propre expérience que la passion que le poète dépeint pour exciter dans le cœur humain des mouvements furieux. Mais toutes ces agitations que quelque écrivain nomme la fièvre d'ambition toucheront faiblement les hommes à qui leur tranquillité naturelle a permis de se nourrir l'esprit de réflexion philosophique et qui plusieurs fois se sont dit à eux-mêmes que les personnes qui distribuent les emplois se déterminent souvent dans tous les pays et dans tous les temps par des motifs injustes ou frivoles. Ce qu'ils savent du passé, ce qu'ils prévoient de l'avenir, les empêche de s'étonner de ce qu'ils voient. Peu mortifiés, peu surpris même des préférences les plus bizarres, ils sont mal disposés à entrer avec affection dans les peines d'un personnage que la promotion d'un concurrent fait sortir de son bon sens. Pourquoi se désespérer si fort, diront-ils, pour un malheur aussi commun parmi les hommes que la fièvre? Il faut de plus grands médecins pour soigner un malade en danger, mais toi tu peux confier ta veine à un disciple de Philippe. Le médecin d'Alexandre. Il n'est pas besoin d'être philosophe pour supporter un pareil malheur avec constance, il suffit d'être un homme raisonnable. Ainsi l'on ne saurait blâmer les poètes de choisir pour sujet de leur imitation les effets des passions qui sont les plus générales et que tous les hommes ressentent ordinairement. Or de toutes les passions, celle de l'amour est la plus générale. Il n'est presque personne qui n'ait eu le malheur de la sentir du moins une fois en sa vie. C'en est assez pour s'intéresser avec affection aux peines de ceux qu'elle tyrannise. Nos poètes ne pourraient donc être blâmés de donner part à l'amour dans les intrigues de leurs pièces s'ils le faisaient avec plus de retenue, mais ils ont poussé trop loin la complaisance pour le goût de leur siècle, ou pour dire mieux, ils ont eux-mêmes fomenté ce goût avec trop de lâcheté. En renchérissant les uns sur les autres, ils ont fait une ruelle de la scène tragique. Racine a mis plus d'amour dans ses pièces que Corneille, et la plupart de ceux qui sont venus depuis Racine
trouvant qu'il était plus facile de l'imiter par ses endroits faibles que par les autres, ont encore été plus loin que lui dans la mauvaise route. Que nos voisins disent que nos poètes mettent trop d'amour dans leurs tragédies. Comme le goût de faire mouvoir par l'amour les ressorts des tragédies n'a pas été le goût des anciens, comme ce goût n'est pas fondé sur la vérité et qu'il fait une violence presque continuelle à la vraisemblance, il ne sera point peut-être le goût de nos neveux. La postérité pourra donc blâmer l'abus que nos poètes tragiques ont fait de leur esprit et les censurer un jour d'avoir donné le caractère de Tircis et de Philène, d'avoir fait faire toutes choses pour l'amour à des personnages illustres et qui vivaient dans des siècles où l'idée qu'on avait du caractère d'un grand homme n'admettait pas le mélange de pareilles faiblesses. Elle reprendra à nos poètes d'avoir fait d'une intrigue amoureuse la cause de tous les mouvements qui arrivèrent à Rome, quand il s'y forma une conjuration pour le rappel des Tarquins, comme d'avoir représenté les jeunes gens de ce temps-là si polis et même si timides devant leur maîtresse, eux dont les mœurs sont connues suffisamment par le récit que fait Tite-Live de l'aventure de Lucrèce. Un poète très vanté chez une nation voisine qui du moins a beaucoup d'émulation pour la nôtre, fait en différents endroits de ses ouvrages plusieurs réflexions un peu désobligeantes pour les poètes tragiques français. Cet écrivain prétend que l'affectation à mettre de l'amour dans toutes les intrigues des tragédies et dans presque tous les caractères des personnages a fait tomber nos poètes en plusieurs fautes. Une des moindres est de faire souvent de fausses peintures de l'amour. L'amour n'est pas une passion gaie. Le véritable amour, le seul qui soit digne de monter sur la scène tragique, est presque toujours chagrin, sombre et de mauvaise humeur. Or, ajoute l'auteur anglais, un pareil caractère déplairait bientôt si les poètes français le donnaient souvent à leurs amoureux. Les dames françaises, avec lesquelles surtout il faut être complaisant, ne trouveraient point ces héros assez gracieux. Le véritable amour jette souvent du ridicule sur les personnages les plus sérieux. En effet, le parterre rit presque aussi haut qu'à une scène de comédie, à la représentation de la dernière scène du second acte d'Andromaque, où Racine fait une peinture naïve des transports et de l'aveuglement de l'amour véritable dans tous les discours que Pyrrhus tient à Phénix, son confident. L'auteur anglais qui reprend la parole prétend que nos poètes, afin de pouvoir mettre de l'amour partout, ont pris l'habitude de donner le nom d'amour et de passion à l'inclination générale d'un sexe pour l'autre sexe, déterminée en faveur d'une certaine personne par quelques sentiments d'estime et de préférence. Ils ont donc fait chausser le cothurne à cette inclination machinale qui n'est rien moins qu'une passion tragique et capable de balancer les autres passions. Quelques-uns même n'ont pas de honte de donner pour un véritable amour une passion qui ne commence que durant le cours de la pièce, quoiqu'il soit contre la vraisemblance qu'une passion naissante puisse devenir un jour une passion extrême. Quand on veut faire jouer un rôle important à l'amour, il faut au moins qu'il soit né depuis un temps, qu'il ait eu le loisir de s'enraciner dans un cœur, et même qu'il ait eu de l'espérance. Mais il est vrai que les bons poètes français ne nous amusent point avec ces passions subites. Voilà ce qui rend les galants des tragédies françaises si différents des hommes véritablement amoureux. On croirait que l'amour fût une passion gaie, à ouïr les gentillesses que ces galants disent aux personnes qu'ils aiment. Ils ornent leur discours enjoué de ces traits ingénieux, de ces métaphores brillantes, enfin de toutes les expressions fleuries qui ne sauraient naître que dans une imagination libre. On les entend sans cesse s'applaudir des fers qu'ils portent, et ils souhaitent que leur chaîne soit éternelle. Nouvelle preuve qu'ils n'en sentent point le poids, loin de regarder leur amour comme une faiblesse des plus humiliantes, ils le contemplent comme une vertu glorieuse, dont ils se savent gré, ce qui prouve seul qu'ils ne sont pas véritablement amoureux. Ils prétendent mettre d'accord l'amour avec la raison, deux choses aussi peu compatibles que la fièvre et la raison. Un état qui ne comporte ni mesure ni réflexion ne veut pas être traité avec méthode et mesure. Ce sont les ennuis de l'amour, la guerre puis la paix. Ces choses presque aussi mobiles que le temps et qui flottent au gré du hasard aveugle, si quelqu'un se mettait en peine de leur fixer pour lui seul une règle, il ne s'en tirerait pas mieux que s'il prétendait délirer avec une méthode et une mesure réglée. Les amoureux ne sont point concertés
En amour, on se querelle sans sujet et on se raccommode sans raison. Les idées des amants n'ont point de liaison suivie. Le cours de leurs sentiments n'est pas mieux réglé que le cours de ces vagues qu'un vent capricieux soulève à son gré durant la tempête. Vouloir assujettir ses sentiments à des principes, vouloir les ranger dans un ordre certain, c'est vouloir qu'un frénétique ait des visions suivies dans ses délires. Mais il importe peu quelle soit la substance des choses qu'on présente à certaines nations, pourvu qu'elles soient apprêtées en forme de ragoût. Un autre inconvénient, ajoute l'anglais qui vient de la mauvaise mode de mettre de l'amour partout, c'est que les poètes français sont amoureux à leur mode des princes âgés et des héros qui, dans tous les temps, ont eu une réputation de fermeté, qui nous les représentent d'un caractère bien opposé à celui qui leur prête. Ces héros ainsi défigurés paraîtront peut-être aux petits-fils de ceux qui les admirent, tant aujourd'hui des personnes barbouillées exprès pour être rendues ridicules. Ils prendront pour un genre de la poésie burlesque qui, durant un temps, fut en vogue parmi les Français, les pièces où Brutus, Arminius et d'autres personnages illustres, par un courage inflexible et même par leur férocité, sont représentés si tendres et si galants. Ils mettront ces poèmes dans la même classe que le Virgile travesti. Voilà ce qui doit arriver tôt ou tard aux poètes qui ne s'assujettissent pas à copier la nature dans leur imitation, qui ne s'emparent point que leurs personnages ressemblent à des hommes, et qui sont trop contents quand ces personnages ont je ne sais quel bon air. C'est avoir bien oublié la sage leçon que donne Despréaux pour le troisième chant de son art poétique, où il décide judicieusement qu'il faut conserver à ces personnages leur caractère national. Gardez donc de donner ainsi que dans Clélie l'art et l'esprit français à l'antique Italie, et sous des noms romains faisant notre portrait, peindre Caton galant et Brutus dameré. L'auteur anglais prétend que l'ancienne chevalerie et ses infantes ont laissé dans l'esprit de quelques nations le goût qui leur fait aimer à retrouver partout un amour sans passion, ce qu'elles appellent galanterie, espèce de politesse que les Grecs et les Romains, si spirituels et si cultivés, n'ont jamais connue. Cette galanterie, dit-il, que les Français qui ne s'embarrassent pas tant d'approfondir les choses, n'ont jamais bien définie, est une affectation de témoigner aux femmes par politesse les sentiments d'un amour que l'on n'a pas, mais dont l'apparence ne laisse point de les flotter. Suivant notre auteur, la nation française a beaucoup de pente vers l'affectation, et dans les temps où elle cessa d'être grossière sans être encore polie, elle a voulu montrer plus de gentillesse qu'elle n'en avait. Trop spirituelle pour être encore barbare, mais très peu éclairée pour connaître la dignité des mœurs, elle a conçu dans l'amour un mérite que les nations sensées n'y trouvent point. Elle a donc imaginé qu'il y avait une espèce de vertu à dépendre en esclave des volontés, ou pour parler plus sincèrement, des caprices de quelque infante, à lui rapporter tout ce qu'on faisait, à ne vivre que pour la servir. Les carrousels et les tournois ont nourri cette manie par leurs livrets, leurs devises et tout leur badinage. Enfin, il est devenu à la mode d'être amoureux dans un pays où tout se décide suivant la mode, même le mérite des généraux et celui des prédicateurs. De là sont nées les extravagances de tant d'amants, dont la plupart n'étaient point amoureux. Les uns se sont fait assommer en écrivant le nom des belles qu'ils pensaient aimer sur les murailles des villes assiégées. D'autres sont allés de vie à trépas pour avoir voulu rompre dans les portes d'une ville ennemie leur lance enrichie délivrée d'une maîtresse qu'ils n'aimaient point, qu'ils n'aimaient guère. L'histoire fait foi qu'il est arrivé à plusieurs de ces messieurs, pour un si digne sujet, les aventures qui arrivèrent à notre Hudibras. Quand ils couraient les champs pour établir un chacun dans ses libertés et propriétés, même les ours qu'on menait par force danser aux foires. Un prince se fait tuer dans un tournoi en voulant, disait-il, rompre encore une lance en l'honneur des dames. Un autre s'est mis au hasard de se rompre 20 fois le cou parce qu'il trouvait plus galant de se guinder à l'aide d'une échelle de corde dans l'appartement de sa femme que d'y entrer par la porte. Un troisième est descendu dans une fosse lion pour s'en rapporter à une dame, à sa dame, le gant qu'elle n'y avait jeté que pour l'envoyer chercher, et pour se faire un fort léger honneur au péril de la vie d'un homme dont l'entêtement méritait du moins de la compassion.
C'est assez parler de ces caprices qui feraient prendre les Français, les Espagnols et quelques autres nations pour des peuples de fous par les Grecs du temple d'Alexandre et par les Romains du temps d'Auguste, si pour me servir de l'expression tant usitée, les uns et les autres pouvaient revenir au monde. Les romans de chevalerie et de bergerie ont encore fomenté chez les Français le goût qui leur fait demander de l'amour partout. Voilà la source de cet amour imaginaire qui se trouve dans la plupart de leurs écrits. Les étrangers, surtout ceux qui sont déterminés par leur humeur à ne se contenter que d'images et de peintures faites véritablement d'après la nature, lisent ces endroits sans être émus. Il n'en est pas de même des peintures de l'amour qui sont dans les écrits des anciens. Elles touchent tous les peuples, elles ont touché tous les siècles, parce que le vrai fait son effet de tous les temps et dans tous les pays. Parce que le vrai fait son effet dans tous les temps et dans tous les pays. Ces peintures trouvent partout des cœurs qui ressentent les mouvements dont elles font des imitations naïves. Ainsi l'amour que les bons poètes de la Grèce avaient mis dans leurs ouvrages touchait infiniment les Romains parce que les Grecs avaient dépeint cette passion avec ses couleurs naturelles. Ils respirent encore l'amour, elles sont vivantes les ardeurs que la jeune femme d'Éolie a confiées à sa lyre. Dit Horace en parlant des vers de Sappho, qu'on voit dans celle des odes de cette fille que Despréaux a tournée en français dans sa traduction de Lougin. Quels sont les symptômes de l'amour-passion? Les peintures de cette passion, qui sont les poésies des Romains, nous touchent comme celles qui sont dans les poésies des Grecs touchaient les Romains. Les amoureux que les uns et les autres ont introduits dans leurs ouvrages ne sont pas de froids galants, mais des hommes livrés malgré eux à des transports qui les maîtrisent et qui font souvent des efforts inutiles pour arracher de leur cœur des traits dont la morsure les désespère. Tel est l'églogue de Virgile qui porte le nom de Gallus.